toujours tous ces gouvernements qui défendent la France des cités contre la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine de la France et des Français. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là à Romans à côté. Ben, je veux pas qu'ils finissent comme ça. Mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que sa visite s'est déplacée ? Mais non, mais sa visite, c'est juste le moment de le rencontrer et de lui faire sentir un peu, parce que ils sont trop dégonflés pour venir nous voir. Tout ça, c'est écrit depuis longtemps. On sait ce qui va arriver. Et les prochains, ce ne sera pas avec des couteaux qui viendront. Ce sera à l'arme automatique. Hein, ce ne sera pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même vous aussi, vous êtes. Tout le monde peut être visé. Des journalistes, on a eu quoi? Bon, les juifs depuis longtemps, les journalistes, des curés, des policiers qui ont été assassinés, et c'est toujours par cette haine qui existe. Parce qu'il y a des gens qui, dans notre pays, qui sont arrivés depuis. En fait, la guerre d'Algérie, elle n'est pas finie. Elle est finie pour nous, Français, mais pas pour les Algériens, qui ont toujours inculqué cette haine de la France et des Français depuis 1962. Vous comprenez ça? Donc, la piste principale, ce serait des moqueries, de quoi? Entre jeunes, ça... Mais non, mais il n'y a aucun motif. Ils vont inventer n'importe quoi, même s'il y a des motifs, il n'y a rien, de toute façon. Ce sera rien. Le verdict du procès, on le sait déjà. On le connaît déjà. Qu'est-ce que ça va faire? Il aura quoi, l'assassin de Thomas? Hein? Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans, et puis le procès aura lieu dans 3 ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Il aura 8 ans, et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès. Charlotte Dornelas, comment analyser ces mots forts de cet habitant de Crépol? Déjà, le fait que cette vidéo ait énormément circulé et qu'elle ait été relayée par beaucoup de gens, il s'est fait le porte-parole de nombreux Français qui diraient exactement la même chose, en tout cas qui liraient exactement de la même manière ce qui est en train de se passer. La première chose qu'il dit et qui me semble intéressante, c'est on sait ce qui arrive, on a compris ce qui s'est passé à Crépol et on le sait depuis longtemps, on sait que c'est déjà arrivé, on sait que ça arrive et on sait que ça va encore arriver. Parce que Olivier Véran, si on devait résumer, et encore une fois, de manière assez froide, les seuls qui, dans toutes ces circonstances, qui, dans la lutte contre la délinquance, regardent la réalité très en face, ce sont les gendarmes, les policiers, le procureur. Ils n'ont pas été chercher les gens en fonction de leur prénom. Ils n'ont pas été chercher les gens en fonction de l'origine qu'ils ont. Non, ils ont été chercher les gens en fonction des témoignages, de l'ADN qui a été retrouvé sur les couteaux. Il se trouve que c'était ces jeunes-là qui étaient là. Et ça n'a étonné personne. Et quand je dis personne, je pèse mes mots. Parce que le pays se divisait en 2 sortes de gens. Ceux qui savaient et qui voulaient avoir les noms précisément pour le préciser, et ceux qui savaient et qui ne voulaient surtout pas avoir les noms pour que ça ne se voit pas. Mais donc tout le monde savait à qui on avait affaire, en l'occurrence à Crépol. Et quand les habitants, quand les témoins sur place disent on avait des jeunes de cité en face de nous, on a les journalistes qui viennent nous voir 3 jours après en disant ah bah pas du tout, on en a un, il n'est pas de la cité, il est du centre-ville. Comme si on n'avait pas compris ce que voulait dire jeune de cité. C'est dans le comportement, évidemment, c'est dans l'origine, parce que les minorités visibles, ça se voit pas que quand l'équipe de foot gagne la Coupe du Monde. La minorité visible, elle est visible. Donc c'est ça qu'ils ont voulu dire. C'est cette récurrence du profil dans la délinquance, et là, en l'occurrence, même potentiellement, dans la criminalité. Et j'ajoute que ces bandes, tout le monde les a déjà croisées. On les croise dans le train, on baisse les yeux parce qu'on n'ose pas leur dire qu'il faut pas parler aussi fort, il faut pas mettre la musique, il faut pas mettre les pieds sur la banquette parce qu'on a trop peur des conséquences. C'est arrivé à tout le monde. Ces bandes, on les connaît par cœur, jusque dans les cités en question. On a suffisamment parlé des habitants qui n'en peuvent plus de ces bandes qui sont en bas de chez eux, qui sont en bas de leurs immeubles. Ces habitants eux-mêmes du même profil que ces délinquants et qui, eux, appellent la police, préfèrent avoir la police en bas de leur tour que ces mêmes bandes. Donc tout le monde sait qu'elles existent, tout le monde sait ce dont elles sont capables. Et c'est la première chose qu'il dit. Ensuite, il évoque évidemment la prolifération de la haine des Français, de la haine de la France dans cette partie de la jeunesse, dans cette partie délinquante de la jeunesse. Il évoque évidemment le terrorisme qui est la partie ultra agressive et revendiquée par ailleurs de cette haine-là. Et il évoque aussi la haine de la France beaucoup plus latente, c'est-à-dire une détestation alimentée notamment, alors soit par une éducation, soit par un déficit d'éducation, et qui est parfois encouragée par un récit très autorisé des autorités qui nous explique que du matin au soir, la France est raciste, les
autorités sont racistes, le système est raciste, et qui alimente évidemment cette détestation. Et enfin, il arrive au prétexte, et alors là, il m'a fait bien plaisir, je dois vous dire, parce que le journaliste, qui aujourd'hui, on a des témoignages, si on peut dire, qui sont contradictoires. Dans tout ce que nous livre le procureur, dans tout ce qu'il sait, ils sont contradictoires. On a beaucoup de témoins ou de victimes dans ce bal de Crépol qui racontent la même chose. C'est-à-dire que des voitures sont arrivées à la fin, il y a peut-être une bagarre qui a commencé au début, des voitures sont arrivées avec des jeunes armés de couteaux, notamment un qui avait une arme à feu, une arme de guerre. Ils sont arrivés, ils ont planté les gens de manière indifférenciée, et 9 témoins, c'est quand même pas rien, parlent de gens qui disent on va planter des blancs. Et depuis qu'il y a eu des auditions en garde à vue, eux, les personnes qui étaient en garde à vue disent, alors déjà il y en a aucun qui a planté Thomas, il y en a pas. Il y en a certains qui ont reconnu avoir été au bal de Crépol, mais ils n'avaient pas de couteau, il y en a pas, il y a leur ADN dessus, mais il y en a pas. Et les journalistes, ils font quoi? Ils se taisent sur le témoignage des personnes qui sont dans la salle, et tout à coup, ils reprennent ce qu'on a entendu en audition. Et donc, on a un journaliste qui vient le voir en disant, mais oui, mais alors, eux, ils évoquent une bataille, une remarque sur des cheveux. Alors déjà, une remarque sur des cheveux, ça n'autorise personne à aller planter au couteau des gens de manière indifférenciée dans un bal. Enfin, j'espère que c'est clair pour tout le monde. La deuxième chose, c'est que ce choix de témoignage, c'est un engagement. Alors moi, je veux bien qu'on nous donne des leçons de déontologie, d'objectivité toute la journée. Mais là, choisir les témoignages des personnes gardées à vue et invisibiliser totalement, voire remettre en cause le témoignage des témoins, c'est même plus du choix, hein. C'est carrément de l'obstruction au devoir d'information du journaliste. Et enfin, il dit, en effet, ça n'est qu'un prétexte. Ça n'est qu'un prétexte, évidemment. C'est tout ce qu'on appelle, vous savez, cette violence gratuite depuis des années. Mort pour une cigarette, mort pour un mauvais regard, mort. Ces 2 personnes là âgées qui se sont pris un coup de couteau à la sortie de leur supermarché à Amboise, là. C'est quoi la raison? Donc évidemment, n'importe quoi est prétexte. Les profs vous le diront, les policiers vous diront, on saisit une moto, ça s'enflamme le soir, on interpelle quelqu'un, ça s'enflamme le soir. Et ben là, à Crépol, il y a eu une remarque peut-être sur les cheveux de quelqu'un, ça n'explique en rien ce déchaînement de violence, et encore moins l'appel de renfort, ou en tout cas le renfort qui est arrivé. Et évidemment, derrière, alors il commence par ça, et moi je termine par ça, c'est évidemment à la fois le constat de l'impuissance politique et judiciaire dont il nous parle, et ensuite surtout cette impression d'injustice dans le traitement des autorités, cette impression de ne plus exister. Et je vous disais l'autre jour, vous savez, je vous avais parlé de cette France des Gilets jaunes, et le clin d'œil était trop énorme pour que j'en reparle pas ce soir, parce qu'il était lui-même vêtu, alors probablement parce que c'était ce avec quoi il travaillait, j'imagine, mais c'était quand même la couleur qu'il avait sur le dos au moment où il a parlé, et voilà, là j'ai senti mais une détresse désabusée. Il était désabusé, cet homme. Il a dit, mais bien sûr qu'ils viennent s'ils veulent, mais en fait, on les connaît par cœur. On sait ce que sera la réponse, on sait ce que sera la leur, et on sait que de toute façon, à la fin, on ne sera jamais au centre de leur attention, alors qu'il parle des autorités du pays dont il est évidemment citoyen. Alors, le procureur n'a pas donné de détails sur l'identité et notamment les prénoms des personnes actuellement mises en examen. Charlotte Dornelas, comment expliquer une telle omerta sur une information jugée banale en d'autres circonstances? Alors, vous avez raison sur les autres circonstances, parce que les prénoms, on les a quand même extrêmement régulièrement. On les a la plupart du temps. Alors, certains nous disent, que les prénoms, ça ne change rien à la gravité de l'acte. Absolument d'accord. La gravité de l'acte, vous êtes poignardé, vous en mourrez, peu importe le prénom, en effet, de celui qui vous a donné le coup de couteau. Sur la gravité, c'est vrai. Mais alors, dans ces cas-là, autant les donner. Si ça ne dit absolument rien, on passe à autre chose, et on a les prénoms. On les a parfois, là on les a pas. C'est la première chose. Ensuite, j'aimerais quand même revenir sur cette histoire de juillet, au moment des émeutes, où là encore une fois, la gravité des actes qui étaient posés pendant les émeutes ne dépendait pas du prénom. Et on en a eu que 2 des prénoms. Et ça n'a choqué aucun journaliste en France, de la bouche du ministre de l'Intérieur, qui précisément, voulant relativiser le poids de la jeunesse issue de l'immigration dans les émeutes, a cité Matteo et Kevin. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que Matteo et Kevin, ça change quelque chose à la gravité de l'acte dans les émeutes? J'aimerais bien savoir, parce que ces prénoms-là, c'était autorisé de les donner. Pourquoi 2 prénoms sur les milliers d'émeutiers qu'on avait? Là, j'y vois une véritable discrimination, et de la même manière sur les informations qu'on a eues. On n'a rien dit jusqu'à pouvoir brandir une nationalité française. On n'a rien dit jusqu'à pouvoir expliquer qu'il y en a un qui habitait dans le centre-ville de Romans-sur-Isère. Donc si je comprends bien, la véritable discrimination, elle est dans le fait du silence jusqu'à ce qu'on puisse citer Matteo,
jusqu'à ce qu'on puisse citer une nationalité française, jusqu'à ce qu'on puisse citer un habitat en centre-ville. Donc là, la discrimination, c'est-à-dire la différence de traitement, elle se situe bien dans ces 3 informations, beaucoup plus que dans celles qu'on ne nous donne pas. Et le constat est le même sur les choses. J'ai parlé des témoignages des victimes qui ne sont pas, non seulement pas crues, mais pas relayées. Et ensuite, évidemment, la différence de traitement, alors que nous avons d'un côté des gens qui participaient au bal et qui n'avaient jamais fait parler d'eux à aucun moment, et de l'autre côté des gardés à vue qui, eux, avaient aussi le profil du casier judiciaire déjà chargé pour certains. Ça fait beaucoup en effet dans le 2 poids 2 mesures dont nous parlait André, cet habitant de Crépol. Alors certains accusent toujours Charles Dornelas de récupération dans le débat, qui vise l'extrême droite. Il martèle le terme de fait divers une semaine après, toujours une semaine après. Qu'en pensez? Alors il y a eu un mort à Crépol et il y a des gens qui s'en sont indignés, qui ont essayé d'expliquer ce qui s'était passé et expliquer aussi leur tristesse, leur indignation, leur colère après la mort de Thomas. On a parlé de récupération sur ce seul fait-là. Depuis ce matin, il y a des dizaines de jeunes qui ont défilé à Romans-sur-Isère, ils ont passé la journée là-dessus. Et ça, du coup, c'est quoi, en fait? Parce que si on doit analyser quelque chose, l'analyser politiquement, moi, je leur dénie pas le droit d'analyser politiquement. Je veux bien en discuter, je veux bien en débattre, je veux bien débattre des mots qu'ils utilisent sur ce qui s'est passé à Romans-sur-Isère dans la nuit de samedi à dimanche. Mais du coup, j'imagine que c'est de la récupération, puisqu'ils veulent poser un regard politique sur ce qui s'est passé. Donc soit on accepte que tout le monde analyse ce qui se passe est suffisamment grave pour qu'on puisse en effet ne pas être d'accord, mais accepter que ce soit grave et au centre du débat, ou alors on l'accepte pas, et alors là, en effet, c'est de l'instrumentalisation à des fins uniquement politique, uniquement de récupération du récit politique. Et à titre de comparaison, j'aimerais juste qu'il s'attarde sur ce qui s'est passé au moment de la mort de Naël. Juste 2 secondes. 2 secondes au moment de la mort de Naël, on a eu une lecture immédiate, sans vérification, sans enquête, sans précision, sans connaissance de la situation, alors que c'était un policier qui a fait usage de son arme qu'il portait légalement. Ce qui n'est pas le cas des gamins de Crépol. Ils n'avaient pas le droit, et en plus ils avaient interdiction judiciaire pour certains de porter cette arme. Le policier, ça n'est pas la même chose. La lecture, elle a été immédiate. Le prénom du policier, on l'a eu en 10 secondes. On a eu 1 minute de silence, Thomas n'en a pas eu. On a eu une indignation de généraliser, Thomas n'a pas eu la même. On a eu des émeutes ultra violentes dans le pays que nous n'avons pas eu après Thomas, même à Romans-sur-Isère samedi soir. C'est absolument incomparable. Il est difficile de traiter aussi différemment des situations. Ils réussissent à le faire et en plus à retourner la charge de l'accusation. Alors, la question que je leur pose, c'est quoi le problème de Thomas en fait? Il fallait qu'il y ait un policier impliqué? Il fallait que lui, il ait une origine quelconque, il fallait qu'il appartienne à une minorité, il fallait qu'on découvre qu'il avait sa carte à la France Insoumise. C'est quoi le problème de Thomas, en fait? Ils peuvent pas avoir simplement un mot pour dire que c'est ignoble ce qui est arrivé à Thomas. Non, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, et c'est nous qui avons une lecture politique, je crois vraiment pas. Vraiment pas.